Monsieur le proviseur, vous dirigez cet établissement, mais pensez-vous? Tous les jours. Je pense, oui, tous les jours. Je me pose des questions, je n'ai pas tous les jours les réponses. Et c'est une question particulière, ça. C'est très philosophique, que pensez-vous? Oui. Qu'est-ce que vous attendez un peu sur le mot penser? Ces deux mots qui paraissent simples à prononcer, justement que l'on utilise à tort, et du fait de les utiliser couramment, on en oublie simplement ce qu'ils signifient réellement, et que c'est beaucoup plus complexe. Je pense que le oui, c'est prendre un risque pour moi. C'est prendre un risque, c'est s'exposer à l'inconnu, à la difficulté, au champ des possibles. Alors que plutôt le non, c'est la restriction, c'est une sorte de oui, mais inversé. Et c'est plutôt quelque chose qui nous coupe l'accès à la vie, je dirais. On va vers la mort avec le non. À partir de l'adolescence, on commence vraiment à avoir des sortes d'opinions qui commencent à se créer, des sortes de pensées. Et donc du coup qu'on commence vraiment à exprimer au bout d'un certain temps, et que justement c'est vraiment les enfants qui acquiescent tout le temps tout ce qu'on leur dit. Parce que pour les enfants, l'adulte justement c'est vraiment c'est vraiment toujours lui qui a raison. Enfin, c'est vraiment l'adulte qui a raison et qu'il acquiesce tout ce qu'on dit. À l'adolescence, c'est vraiment une sorte d'explosion, je pense, de tout ce qu'on a pu penser en fait au cours de notre vie juste avant. Et c'est vraiment le moment où on commence vraiment à exprimer nos idées, à se mettre en opposition par rapport aux opinions des autres. C'est pour ça que tu dis que le non pèse un peu plus maintenant. C'est vrai qu'elle me fait penser un peu à un penseur. Je dirais qu'il réfléchit dans la peau d'un homme qui réfléchit, qui se pose des questions et peut-être qui justement se remet en question. Le fait de réfléchir sur lui-même, sur les choses, quelqu'un d'assez calme, apaisé aussi peut-être par le fait de cette découverte, je sais pas. Non, il rêve dans le vide. Il rêve dans le vide. Alors tu as dit il réfléchit tout à l'heure. Il réfléchit, mais je pense que par le biais de la réflexion, on a aussi une sorte d'imagination et tout ce qui se rapporte à la créativité de l'imaginaire, ça se rapporte au rêve. À mon avis, il regarde rien parce qu'il est dans son esprit. Il regarde son esprit. À l'époque du 19e siècle où la sculpture de Bartholdi a été réalisée, on faisait des sculptures d'hommes illustres, de personnages importants, avec généralement une position tout à fait différente de celle-ci. Le torse bombé, glorieux. Et là, à l'inverse, il est représenté dans une position de réflexion, avec vraiment une préoccupation qui n'est pas celle de celui qui a découvert, mais celui qui est en pleine recherche, en pleine réflexion. Donc en ce sens, dit d'une certaine manière non à son temps, puisqu'il n'est pas l'homme du savoir absolu, mais l'homme vraiment du questionnement. Ce qui est marrant, c'est que dans cette sculpture, on sent qu'à la fois il n'est pas en mouvement, mais son esprit est en mouvement. Et je trouve que c'est assez significatif. Ses bras croisés, ce genou levé, c'est à la fois c'est une statue, hein, donc il ne bouge pas, et même son action n'est pas d'être en mouvement. Et pourtant, on sent presque les engrenages dans son cerveau s'activer. Pour moi, là, le fait qu'il ait ce pied sur cette tête et qu'il regarde déjà devant, ça veut dire que ça y est, ça, il l'a acquis, il l'a découvert, il l'a étudié,
et maintenant il passe à la chose suivante. Et son regard assez bas, ça montre que son objectif est pas très loin. Alors là, il réfléchit vraiment, on sent qu'il est limite dans une dimension parallèle, tellement son regard est fixé vers le sol au loin. Donc on peut penser que oui et non, ce sont des réponses définitives, elles sont fortes parce que ça nous engage à quelque chose, et donc on peut penser que justement Champollion pense à prendre une décision très importante, comme dire oui ou non. Il a l'air assez contemplatif, c'est-à-dire qu'il regarde, il prend bien conscience de la chose avant peut-être de s'avancer et de là se l'approprier. Et donc dire oui ou dire non. Alors là, moi je dirais que pour l'instant il dit non, et que une fois qu'il sera bien approprié la chose, là il pourra s'avancer et là il pourra dire oui, je connais ça parce que je me le suis approprié. Avant tout, oui et non, ce serait comme une conclusion, puisque pour en venir à cette réponse, il faut qu'on ait les arguments, on pèse le pour et le contre, et c'est notre réflexion qui va nous emmener à répondre oui ou non. C'est les mots les plus difficiles à prononcer parce qu'il y a un certain engagement à travers ces mots, tandis que si on exprime seulement ce qu'on ressent sans forcément se prononcer positivement ou négativement, on s'engage justement moins grandement. Au début, je pense qu'on dit d'abord oui et non. On structure un peu sa pensée. On pèse le parce que penser, c'est pensare en latin et ça veut dire peser le pour et le contre. Donc d'abord, on réfléchit aux répercussions parce que comme dans la citation, ça nécessite le plus de réflexion parce que c'est des mots contraires et ça peut avoir des conséquences. Montre-moi l'étoile d'araignée. Possible parce qu'il n'y a rien à regarder par terre, donc j'imagine qu'il regarde en lui-même plutôt que par terre. Bien. Bah déjà, je pense que penser, ça vient avant de pouvoir dire oui ou non, parce que dire oui ou non, c'est exprimer quelque chose, que ce soit par écrit ou par la parole, et pour pouvoir l'exprimer, il faut l'avoir pensé avant. Donc la pensée précède le dire, donc précède dire oui ou non. Et après, s'il fallait partir du principe que dans cette phrase dire, c'est pas exprimer, mais c'est seulement formuler que ça peut être en pensée, je dirais que penser, ça serait d'abord dire oui, parce qu'il faut accepter la situation comme un état de fait, mais qu'ensuite on la remet forcément en question, sinon il n'y a pas de pensée, donc c'est aussi non. Et au final, ça serait une alternance entre les deux. Un petit peu quand même, parce que si on dit oui à quelque chose, on dit non à son contraire. Donc c'est la même chose au final, mais ça revient à nous de choisir. Un triangle. Et dis-moi, qu'est-ce qu'il a comme propriété ce triangle? Un rectangle. Ah, c'est un triangle rectangle. Un triangle de type pythagoricien, on dit. Pourquoi? À ton avis, si tu comptes le nombre de segments qui constituent chacun des côtés, qu'est-ce que tu obtiens? Regarde bien, fais le tour si nécessaire. Ah, excellent. Donc, Pythagore, à ton avis, est-ce que ça lui est venu à l'esprit comme ça immédiatement, ou est-ce qu'il lui a fallu, comme Champollion, penser avant d'accoucher son théorème? Non, je pense qu'il a certainement dû réfléchir avant. Si tu élèves 3 au carré, tu obtiens 9. Si tu élèves 4 au carré, 16. 9 et 16. 25. Donc, ça vérifie ou ça ne vérifie pas le... Du coup, oui, ça vérifie. Eh bien oui. Donc tu vois que là, par le jeu des questions, tu as répondu à chaque fois d'une certaine façon oui. Oui, oui, oui. Et la somme des 3 oui, voilà. Ça nous donne la vérité du théorème. D'accord? Est-ce que ce n'est pas un exercice de la pensée de redécouvrir le théorème de Pythagore?
Si, effectivement, surtout en philosophie. Ah, voilà, c'est parce que Pythagore était aussi bien philosophe que mathématicien, d'accord? Et donc on voit l'égalité entre le philosophe et le mathématicien, c'est la même Vous chose. pensez que philosophie et mathématiques, c'est égal, mais c'est traduit dans un autre langage, peut-être? Sans doute le langage des nombres d'un côté et puis le langage des mots de l'autre. En même temps, en mathématiques, souvent on tend vers une certaine vérité, tandis qu'en philosophie, on peut s'approcher d'un oui, puis après on va valser vers un non, jusqu'à ce qu'on fatigue et qu'on arrive sur une réponse ou qu'on arrive sur simplement je sais pas. Je dirais que quand on pense, on porte un jugement. Quand on dit oui ou non, on porte également un jugement. Après, est-ce que les deux sont équivalents? Ça, c'est autre chose. Peut-être qu'il a fait les deux. Peut-être qu'il a réfléchi autour de quelque chose qui lui a fait penser à un triangle, tout simplement. Il a réfléchi comment est-ce qu'on avait formé ce triangle, par exemple, et peut-être qu'après, il a forgé sa réflexion en s'asseyant comme Champollion. Il y a des gens, pour pouvoir bien réfléchir, ils ont besoin de marcher, parce que le fait de marcher, d'une certaine manière, ça leur délie les pensées. Et à l'inverse, il y a des gens, ils ont besoin de s'asseoir, de se poser quelque part, afin de pouvoir mieux réfléchir à la question. Il a dû se poser beaucoup de questions. Est-ce que ce calcul me mènera bien à l'hypoténuse, par exemple? Il a dû faire plusieurs calculs, essayer. Donc des fois, ça a mené à des non, à des échecs, et des fois, ça a mené à des potentialités, donc plutôt oui. Un peu les deux, je dirais, parce que quand on réfléchit, on balance toujours entre le oui et le non, parce qu'on pèse le pour ou le contre, on réfléchit aux potentialités, et après ça nous amène à du coup une direction, soit oui, soit non. La façon dont vous avez posé les questions, c'était qu'on ne pouvait que répondre oui. Oui. Mais lui, il a forcément dû prendre des contre-exemples pour parvenir à sa vérité. Et oui, parce que nous, on bénéficie du résultat, Ouais. tandis que lui, il a dû penser très fortement pour arriver à ce résultat. Ça devait être non à l'incertitude pour dire oui à quelque chose qui sera toujours vrai. Quel célèbre sculpteur a sculpté le penseur? Oui, Rodin. Ce qu'a fait Rodin, c'est quand même vraiment plus dans le thème que cette statue-là. Rodin. Eh bien, que crois-tu, que Rodin lui succède ou il lui est antérieur? C'est celle-ci la première? Je trouve que c'est une position qui dit aucun des deux qui est dans l'attente, la réflexion et ouais, dans la réflexion, je trouve. D'accord. Alors, la réflexion elle-même. Qui prend le temps. Très bien, d'accord. Qui Dans prend le temps. Voilà. Les questions amènent à penser, mais c'est pas obligatoirement avec des questions qu'on pense en fait. Oui, je pense qu'une question, ça ouvre parce qu'on est amené à s'interroger et même nous-mêmes poser une question, ça ouvre aussi parce que si la personne ne répond pas forcément comme l'on pense, ça permet d'ouvrir un peu son esprit et d'entendre un peu toutes les possibilités aussi. Par exemple, quand on se pose une question, si des fois on ne trouve pas la réponse, on peut abandonner le sujet et pas chercher la réponse. Donc la pensée pour moi c'est oui, défini. Donc Champollion il a réussi à décrypter les hiéroglyphes en Égypte. Et donc le fait qu'il lui ait apporté un nez, peut-être que ce serait... je pense que son nez est en rapport avec le fait qu'on leur a rendu les hiéroglyphes que personne n'arrivait à décrypter et lui a réussi. Et tu ne trouves pas ça extraordinaire qu'il n'était pas du tout égyptien?
Oui, surtout. Mais c'est lui qui rend à l'Égypte. Quoi donc? Leur plus grand trésor. Eh bien voilà, tout simplement. Ah, ça, j'y ai pas réfléchi. Peut-être que la pensée englobe tout ça. Puisque quand on pense, on s'attache à ce que l'on sent, et on prend ces informations-là pour les enregistrer, les penser, les analyser, et puis on porte un jugement sur ce qu'on ressent. Et donc oui, je pense que penser, c'est juger, et peut-être que je ne sais pas si les deux ont des valeurs différentes. Je ne sais pas très bien, parce qu'on peut porter un jugement personnel sans forcément l'amener à autrui. Mais je pense que sur toute chose que l'on ressent, même sans seulement en les regardant ou en les écoutant, on porte quand même un jugement. Oui, bah on alimente notre pensée avec ce qu'on entend, ce qu'on écoute, ce qu'on voit, tout ça. Quand on pense, on peut aller plus loin que ce qu'on peut dire. C'est personnel, personne ne l'entend, donc on peut vraiment avoir une réflexion qui est plus vaste que seulement parler. On peut aller plus loin quoi, en pensant. Oui, parce qu'il me semble qu'on doit 2 fois plus... on doit prendre le temps de la réflexion avant de pouvoir s'exprimer envers les autres. Et par exemple, dire oui, dire non. Exactement. Lorsque tu réfléchis à quelque chose, c'est une série de oui et de non que tu te fais à toi-même ou c'est autre chose? C'est vraiment quelque chose de très complexe. Donc on pourrait apparenter ça au oui et au non, puisque je me pose à la fois des questions qui vont se diriger vers le sens positif et ce qui va m'empêcher justement de parler aussi. Parce que j'estime qu'il y a certaines fois où c'est peut-être pas nécessaire ou que ça apportera pas grand-chose de plus. D'accord. Et alors, comment juges-tu la fin de la phrase de Pythagore qui dit que c'est paradoxalement les mots les plus difficiles? D'un côté, c'est les plus brefs et les plus anciens, mais de l'autre côté, c'est les plus difficiles à prononcer. Pourquoi? Parce que quelque part, c'est une réponse directe et ça introduit une grande réflexion. Puisque lorsque l'on va dire oui, on va quelque part acquiescer quelque chose et il faut voir si... comment dire, si on est vraiment d'accord avec l'idée. Par exemple, lorsque l'on va acquiescer quelque chose, justement, ce que je disais, il faut vraiment en être sûr. Et après, ça peut entraîner des conséquences. Donc je pense que c'est pour ça que la pensée est très intéressante. Ah d'accord, donc il y aurait une dimension morale là-dedans. Ouais. On a peur, soit de blesser, soit de se blesser. Oui, par exemple. Je vais vous proposer d'abord de vous montrer dans un premier temps le travail réalisé avec des élèves de terminale L du lycée Champollion de Grenoble, et un travail donc qui a été réalisé lors du tout premier mois de philosophie. Ensuite, nous vous proposerons tout simplement de réaliser la fin du film, à nous tous, si nous en sommes capables, évidemment. Donc la question qu'on peut se poser au départ, c'est est-ce que des jeunes sont en capacité de penser ou non aussi rapidement sur des sujets finalement très difficiles, tels que cette question, penser, est-ce dire oui ou est-ce dire non, qui évidemment nous renvoie au titre de ces rencontres d'Uriage, c'est-à-dire résister et consentir. D'abord, je voudrais vous présenter la manière dont je travaille avec mes élèves, parce que puisqu'il y a quelqu'un qui travaille avec des élèves, non pas des élèves, des jeunes qui sont en difficulté psychique, je dois dire que j'ai commencé à faire sérieusement des films de philosophie en classe avec mes élèves, parce que j'ai eu une année un élève qui était syndrome Asperger, donc un enfant autiste, et à qui j'ai demandé un travail, le même que je demande à tous les autres élèves, donc sans distinction de handicap ou non, j'ai demandé à tous mes élèves de faire le travail suivant. Alors je procède ainsi, en début d'année, quand j'ai la liste de mes élèves par ordre alphabétique, je mets en regard la liste des philosophes par ordre chronologique.
Les deux premiers philosophes sont Thalès, Pythagore. Et par conséquent, chaque élève prend la responsabilité, en fait, pendant l'année, de présenter à ses autres camarades ce qui fait la caractéristique de telle et telle philosophie. Donc tous sont responsables d'un philosophe inscrit au programme, et chacun là-dessus doit faire ce travail qui consiste en un tiers d'histoire de la philosophie, plutôt de l'homme, du philosophe, et puis 2 tiers de sa philosophie. Écoutez, je suis navré, on ne pensait pas qu'il y aurait autant de monde. C'est-à-dire que la capacité de la salle n'est pas indéfiniment extensible, quoi. Mais oui, on en revient. Il y a encore des navettes qui arrivent. Ah bon? Oui, c'est des camions. Vous pouvez trouver sur YouTube le résultat de ce portrait qu'il a fait. Vous verrez un travail tout à fait remarquable qui me sert encore aujourd'hui de maître étalon. Donc ça veut dire qu'on peut être handicapé psychique et être tout à fait à même de s'emparer d'un sujet de manière absolument remarquable. Et je n'ai jamais trouvé un élève dit normal qui me fasse une prestation aussi extraordinaire que celle qu'il a fait. Et donc vous aurez une bonne idée de ce qu'on peut faire en matière de travail individuel. Aujourd'hui, c'est la première fois que je présente un travail fait collectivement et en un seul mois, le premier mois de philosophie. Donc sur cette question, penser, est-ce dire oui, est-ce dire non? Donc sans plus tarder, je vous présente le travail et puis ensuite je nous mettrai au travail, si possible, pour essayer de développer ce qu'ils ont réalisé ici et les conditions que vous allez voir. Je voudrais justifier le choix de Pythagore cette année. Thalès, et puis tout de suite derrière Pythagore dont Hegel dit que c'est le premier maître universel. C'est vraiment le philosophe qui déploie son intelligence dans tous les domaines, c'est-à-dire aussi bien du côté de la religion que de la politique, que de la mathématique, etc. Puisqu'il en reste toutes ces pépites qu'on étudie dès la petite enfance, que vous connaissez tous, et puis peut-être aussi parce que Nietzsche a enfoncé le clou en disant que les pythagoriciens ont sans doute été les meilleurs hommes d'État de l'histoire. Alors c'est vrai que quand on regarde de l'histoire de Pythagore à Crotone, dans le sud de l'Italie notamment, on comprend que son intelligence a fait merveille parce qu'il a vraiment fait école philosophique et politique à l'échelle de la Grande Grèce, c'est-à-dire de la Sicile. Maintenant, ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'à mes élèves, les premières leçons que je leur fais, c'est des leçons à la grecque, à la Pythagore justement, qui consistent à leur demander pourquoi ils ont 2 yeux, 2 oreilles, mais une seule bouche. Et ainsi, ça permet de déployer les 4 premières leçons que Pythagore tenait à ses élèves. La première, c'était le silence. Et donc là, Nietzsche a une phrase magnifique. En un an de silence, on désapprend le bavardage et on apprend la parole. La deuxième leçon, c'est précisément à la fin du silence, qu'est-ce qu'on leur apprenait à faire? Eh bien, à dire oui ou non. Tous les hommes sont-ils mortels? Oui. Or, tu es une femme? Oui. Les femmes sont-elles immortelles? Eh bien, non. Donc voilà à quoi on les entraînait, pour qu'ils apprennent à bien sentir, bien réfléchir, après avoir entendu, évidemment pendant 5 ans, les maîtres s'exercer devant eux, ils ne pouvaient que avoir affûté leur capacité à prendre la parole pour la première fois, mais sur le mode du oui et du non. J'en étais à la 3e, qui est la synthèse des 2 précédentes. Dit beaucoup de choses en peu de mots et non pas peu de choses en bavardage, si vous voulez. D'accord? Donc c'est non au bavardage, oui à la pensée réfléchie et à la possibilité justement d'une parole responsable. Et enfin le dernier, celui qui consacre le tout, soigne le langage que tu tiens devant autrui par respect pour les dieux. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire chaque fois que tu prends la parole comme si c'était la dernière fois. Alors c'est, à mon avis, ça qui amène quand même, au bout d'un mois, mes élèves. Ça leur permet justement de bien mesurer la différence et quelle responsabilité ils auront en tant qu'adultes lorsqu'ils prendront la parole. S'ils ne veulent pas se faire piéger, il leur faudra justement bien réfléchir avant de parler. Ce que fait le proviseur dans l'avant-dernière intervention.
Chacun est un dieu pour l'autre. Lui, c'est un dieu pour moi quand je l'interviewe. Et puis, disons que selon Pythagore, oui, on devrait faire comme si, comme s'il y allait de notre existence du fait que nous sommes en présence de Dieu. Ça, c'est très, très intéressant parce que sur le plan du thème consentir et résister au sens politique, ça me paraît très intéressant parce que voilà, tout le monde ne s'engage pas. Alors d'abord, tout le monde ne s'engage pas, et parmi ceux qui s'engagent, on s'engage de façon plus ou moins responsable, et des fois, certains ne réfléchissent pas du tout ou jamais aux conséquences de ce qu'ils pourraient balancer du fait du statut où ils en sont arrivés, ou des choses comme ça. Hein. Donc pour moi, il n'y a pas de différence entre ces 4 règles et la nécessité du discours politique, par exemple, elle devrait se résumer quant à son essence à ça. Je donne le sujet la première semaine et à la 3e semaine, on tourne ça. Donc ils ont eu 15 jours pour réfléchir sur le sujet. Donc le sujet exactement, c'était la phrase de Pythagore et dessous l'énoncé du problème qu'ils avaient à traiter, c'était partant de cette phrase de Pythagore. Dites, selon vous, si penser c'est dire oui ou c'est dire non. Tout à fait. Je suis très d'accord avec ça. Non, c'est vrai. Je suis très d'accord avec ça parce que je pense qu'il y a plein de choses qu'on aurait laissé passer si on n'avait pas... Parce que quand on consent, en fait, je pense qu'on se laisse... C'est quand on est dans le plaisir, quand on est dans la... On est bien. J'arrive pas vraiment à trouver mes mots, mais alors que quand on résiste, on dit non et ça amène à se développer et à construire autre chose. On laisse ce qu'on a là où c'est et on avance. Et je pense qu'on peut avancer que si on a un esprit critique sur nous-mêmes. Et donc si on se dit non à un moment donné, non, tu n'es pas ça, est-ce que tu te respectes quand tu fais ça? Et alors il faut aller vers un oui. Mais le non permet d'aller vers un oui, on ne peut pas d'abord dire oui, parce que sinon on ne peut pas avancer, parce qu'on se contente. Par exemple pour les révolutions comme mai 68 ou des choses comme ça, ou les choses qui ont fait que la France a réussi à progresser, parce que si on ne s'exprimait pas dans notre désaccord, et ben, on ne pourrait pas avancer, je pense. Je pense qu'on a besoin de gens qui osent dire non, parce que c'est dur de dire oui aussi, mais ça apporte plus de confort que de dire oui que de dire non. Donc je pense que c'est difficile d'aller vers le non. Non, c'est pas ce que je veux dire, parce que ça dépend, il y a des oui qui... Comme c'est une décision et que forcément, si on choisit l'un, on laisse l'autre de côté. Oui, il y a des oui qui nous engagent, comme par exemple, oui, quand on regarde le littré, il est question du grand oui. Est-ce que vous savez ce que c'est le grand oui? C'est le mariage. Quand on dit oui à l'autre, c'est un engagement très sérieux. Donc effectivement, il y a une responsabilité éminente. Oui. Mais le non, est-ce qu'il n'est pas par essence de responsabilité totale? Comment ça? Quand je dis non à quelqu'un, à une dictature, etc., est-ce que ce n'est pas d'une responsabilité absolue, puisque j'engage même ma vie éventuellement, hein? Bah dans ce cas-là, ça peut être très dangereux de dire non. Donc c'est bien une grande responsabilité. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça, de dire non, alors de façon plus générale, hein, non aux parents, non aux professeurs, etc. Il y a certains noms qui sont... On dit non tout le temps dans la vie de tous les jours, on dit non à tout, mais il y a des degrés de... il y a des noms plus importants que d'autres et certains noms demandent un certain courage. Par exemple des personnes qui s'opposent à certains systèmes politiques, ils ont du courage de dire non, ils ont le courage de pas suivre et de ne pas dire oui sans réfléchir, de ne pas être des moutons et de ne pas suivre la masse. De pas juste suivre, et ils réfléchissent par eux-mêmes et pas parce que la société voudrait leur inculquer. D'accord, ça fait pas penser au mythe de la caverne, ça? Où est le troupeau dans la caverne? En bas. En bas. Lui, il ne fait que dire oui et applaudir à ce qui est au spectacle des ombres. Mais en même temps, eux, ils connaissent que ça. Et justement, est-ce que tu ne crois pas que le mécanisme de la dictature, du totalitarisme, finalement, c'est ça, c'est d'entretenir finalement un troupeau plutôt qu'une humanité capable d'être responsable? Oui, ils sont formatés. Dès le début, on veut créer en quelque sorte une société qui est comme ça, qui pense ça, qui fait ça à tel moment. En fait, la caverne, c'est un peu la Corée du Nord. Tu veux dire que le système nord-coréen, c'est finalement le système à l'intérieur de la caverne? Oui, puissance 1000, parce que finalement,
pas facile de s'en échapper. Enfin, en Corée du Nord, on prend pas les gens pour les tirer de la société. Alors que dans la caverne, on les prend pour les tirer dehors. Eh bien, précisément, qu'est-ce qui fait la différence entre une société ouverte et une société close comme celle-ci? Dans une société ouverte, on peut sortir de la caverne par soi-même. Oui, en raison de quoi? Qu'est-ce qu'on a reçu des autres dans l'enfance qu'on ne reçoit pas dans ces pays-là, manifestement? La culture, l'éducation, ouais. La culture, l'éducation. L'histoire, elle commence par des prisonniers qui sont attachés. Et le oui, ce serait pour moi l'inconscient. Ce serait peut-être une sorte de confort de dire oui justement à notre attachement, à notre prison, à tout ce qui nous entoure depuis le début. Et c'est sans doute notre zone de confort. Alors que le non, dire non à tout ça et se rebeller face à ça, c'est de l'ordre du conscient. Des gens qui acceptent trop facilement ce qu'on leur donne à voir et qui n'essayent pas d'analyser la situation ou de voir les choses autrement. Dis-moi toi-même, est-ce que tu n'acceptes pas ce que tu vois en ce moment? Si. Le premier oui, ça pourrait être ceux qui sont enchaînés et qui regardent le mur et qui, quelque part, acceptent qu'on choisisse ce qu'ils peuvent voir. Et le premier non, ce serait l'homme qui se fait tirer de force sur le chemin et donc qui n'a pas vraiment le choix. Selon moi, c'est au moment où on détache les chaînes des prisonniers, parce qu'on leur dit oui à la liberté, mais on peut aussi considérer que c'est un non parce que on dit non à leur confort, au monde sensible. Ça pourrait aussi être ceux qui le détachent en refusant qu'ils se laissent comme ça, qu'ils regardent le mur tout le temps et en lui proposant quelque chose d'autre. Et du coup, le oui, ça pourrait être de cette manière, ce moment où le prisonnier va s'élever, il dit oui à la connaissance et oui à la raison. Le premier nom, ce serait quand les philosophes retournent dans la caverne et exposent la situation du auteur de la caverne aux autres prisonniers qui n'acceptent pas cette réalité et qui restent dans leur conformité. Le premier nom dans le texte, il va apparaître lorsque les autres hommes, ceux qui sont au-dessus dans la caverne, vont aller le détacher de force et le traîner vers le haut, le faire monter dans la caverne. Et pour moi, ce nom, ce serait un nom, ce serait une première frustration, mais surtout une première violence. Si le oui vient après un non, il a peut-être une dimension morale, mais le fait de dire non étant sans doute plus difficile parce que ça oblige à prendre position. Si je vous dis oui, j'ai pas besoin d'expliquer si je suis d'accord avec vous. Alors que si je dis non, je suis obligée de justifier pourquoi je le dis. C'est ça la responsabilité. Je dirais plus de responsabilité que oui, et plus d'impact sur nous, sur les autres, sur autrui, oui. Le non, ça demande à prendre en compte des choses qui sont au fond de nous et à nous élever, mais par nous-mêmes. Le non, et depuis toujours, ça a été... là, je diverge peut-être, et je parle justement de l'aspect révolutionnaire du mot non, de l'aspect de la révolte du mot non. Et le non, pour moi, c'est quelque chose qui a un impact, qui a de la responsabilité, mais qui a de la responsabilité, on la sent tout de suite, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est que j'ai l'impression qu'avec le non, on a tout de suite la conscience d'avoir une certaine responsabilité. Tout de suite la conscience de sentir la responsabilité. Parfois, par exemple, dans les dictatures, quelqu'un peut consentir mais sans vraiment le vouloir. Enfin, on dit oui, on peut dire oui à quelque chose, mais parce qu'on est forcé à dire oui, et donc le oui n'est pas synonyme de consentir dans ce cas-là.
Oui, c'est un oui sans âme et sans valeur, quoi. Ouais. Après, ce que dit Pythagore est intéressant, c'est qu'il insiste sur le fait que oui et non, ce sont les mots les plus brefs et les plus anciens. Et si vous remarquez, dans toutes les langues, oui et non sont des mots extrêmement brefs et leurs sonorités en fonction de la langue sont opposées. Et quand on est en voyage et qu'on voyage dans un pays étranger, en général, les mots les plus faciles à enregistrer sont les mots oui et non. Et oui et non, ce serait un peu comme un Babylone de l'humanité. Peut-être que pour l'homme, il était nécessaire de créer oui et non par le langage pour exprimer sa pensée. Donc là, on peut se demander si, pour pouvoir penser, il faut forcément avoir la capacité de dire oui et non. Tout à fait, c'est très binaire tout compte fait, parce que je dois répondre à des situations qui sont réglementaires, et donc parfois il m'arrive de dire non. En tant que un peu scientifique, je crois que c'est tout à fait binaire, c'est le 0 ou le 1, c'est peut-être sous forme d'une métaphore le noir et le blanc, et je fonctionne un petit peu comme ça, oui, tout à fait. Dire oui et dire non, penser, c'est mort. Donc Voilà. même la pensée en général serait comme une chaîne de oui et de non. En tout cas, de façon très personnelle, je fonctionne comme ça. Quand on sculpte, on pense, mais on ne maîtrise pas toujours. On pense, les choses traversent la tête, et parfois ça influe sur ce qu'on est en train de faire, parfois ça n'a rien à voir. Et c'est un bon moment, presque comme quand on est en conduite. C'est-à-dire que l'esprit peut partir et revenir sur le sujet, sur d'autres choses. On est libre, quoi. La main gauche et la main droite travaillent de concert, donc elles ne peuvent pas se dire non ni l'une ni l'autre. Là, je travaille avec les deux mains en même temps. Donc qui dit non parfois au travail? Qui dit non au travail parfois? Oui. Personne, je crois. Personne? Non. Tu vas jusqu'au bout? Toujours. À fond et jusqu'au bout? À fond jusqu'à épuisement. Pour entendre et voir 2 fois plus plutôt que de parler. Oh bon, alors là, 2 yeux c'est assez facile, hein, puisque c'est le seul moyen d'avoir le relief. 2 oreilles, c'est parce que c'est le fonctionnement du cerveau. Et c'est encore peut-être très scientifique. Et qu'une seule bouche, c'est parce que notre intelligence nous permet de nous exprimer certainement que d'une seule façon. Magnifique. Et ben voilà, j'ai tout. Alors je ne sais pas si par contre c'est ce que vous attendiez. Je pense qu'il faut penser avant de parler, parce que plus on pense, plus on travaille notre réflexion et plus on dit des choses intéressantes.